Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 12 mars 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de la semaine. En résumé, dans l'actualité, il y aura tout simplement des actualités générales, mais ensuite on parlera du XRP, de Telcoin, de Dimitra, et comme toutes les semaines je vous présenterai tout simplement un token, une crypto dans lequel j'investis, qui pour moi est un petit peu le coup de cœur de la semaine et qui peut être intéressant selon moi, et bien que j'investisse dessus. Voilà, et bien sûr on terminera par la petite minute complotiste. Voilà, donc on va tout simplement commencer par regarder un petit peu la situation sur le marché. Donc on peut voir que la capitalisation elle est à 2,47. La dominance du BTC à 52,3%, elle est encore un peu forte. Mais on arrive bientôt dans la high season, ça commence déjà. On a quelques tokens qui bougent. On va justement aller regarder actuellement le cours. Alors il faut savoir que il y a à peu près une heure, il y avait quelque chose d'assez intéressant. C'était dans le calendrier économique. On avait aujourd'hui tout simplement à 13h30. Alors, aux États-Unis, hein, bien sûr. Aujourd'hui, on avait les résultats du l'IPC corps mensuel, IPC annuel, IPC mensuel de février. Donc, les prévisions étaient à 0,4% pour l'IPC mensuel février, et ça a été effectivement de 0,4%. On a l'IPC qui devait être prévu annuel de 3,1, il est à 3,2, et la prévision c'était 0,3 pour l'EPC Core 0,3 et on a eu un tout petit peu d'augmentation 0,4. On a eu les marchés qui ont corrigé légèrement, vraiment très légèrement, de 2% à peu près, et là ça y est, depuis une heure à peu près c'est reparti à la hausse. Donc on voit que le marché est bien vert. Le BTC continue sa course, il est à 72 229. Le XRP hier a fait un bond de 20%, il a corrigé un petit peu et là il commence à remonter, il est à 0,7. Donc le XRP réagit toujours d'une façon différente, il est capable en une heure de faire 20, 30, même 50%. C'est complètement différent. Il est complètement différent des autres. Il y a très peu. J'ai vu quelques tokens qui font des mèches, enfin des bougies et paraboliques vraiment comme l'XRP. Il y en a un que j'ai vu qui s'appelle, il faudrait que je revoie. Je crois que c'est QSS ou RSS, j'ai vu qu'il avait exactement les mêmes charts, c'était assez bizarre. Mais en tout cas, voilà, ça bouge. Bon, le XLM Stellar, lui, bah, tout simplement, il suit et il progresse quand même pas mal. Il est à 15,1, il a fait 34% dans la semaine, dans le mois, pardon. Et Edera reprend un petit peu sa course. Il est à 0,13. En tout cas, pour l'instant, c'est assez. Ça fait plaisir quand même de se réveiller le matin et d'avoir quand même du vert. Personnellement, je ne suis pas conseiller en investissement, mais en tout cas, je peux vous dire que pour moi, c'est important de prendre des gains. Pourquoi? Bah, tout simplement, quand vous avez, c'est important d'avoir toujours de la liquidité avec vous, d'avoir 15-20%, en tout cas du capital en liquide, parce qu'il y a toujours des opportunités. Regardez le hack sur Telcoin par exemple. Si j'avais pas eu de liquidité, j'aurais pas pu acheter. Et c'est toujours important d'en avoir. Quand il y a des retracements, vous pouvez racheter. C'est comme ça que vous gagnez de l'argent plus vite que d'attendre la fin du bull run pour vendre. Vous, de toute façon, ne pourrez pas vendre au plus haut, c'est pas possible. Par palier, ça peut être en tout cas c'est ma stratégie par palier. Et quand il y a des grosses corrections, bah d'en racheter bien sûr. Comme ça, on augmente son portefeuille. Et je vais juste vous montrer 2-3 cryptos en tout cas où j'ai pris des gains parce que ils ont quand même assez bien performé. Même s'il corrige aujourd'hui, Dimitra, justement, s'il continue à corriger, peut-être que j'en rachèterai. Il a fait 215% dans le mois et 168% dans la semaine. Je vous en avais déjà parlé pas mal de fois de Dimitra. Je l'ai acheté assez bas, à 0,3. On voit qu'il est déjà à 0, je dis pas de bêtises, presque 0,12. Voilà, je l'ai acheté à 0,3 ou 0,4 je crois. Et en tout cas, j'en suis content, j'ai pris des gains.
bien sûr. Un autre où j'ai pris des gains, c'est tout simplement Gala, qui a fait dans le mois 200%. Et bien j'ai pris un petit peu de gains. J'avais pas non plus, j'ai pas un gros portefeuille sur Gala, j'ai un petit portefeuille, mais je prends des gains quoi qu'il arrive. Voilà. Une dernière où j'ai pris des gains, et bien vous devez vous douter, c'est justement Telcoin, où il a fait 234% dans le mois. En plus, moi je l'avais acheté, j'en avais acheté pas mal quand il y avait, enfin pas mal, une petite partie quand il y avait le hack, et il continue sa course vers le haut. Personnellement, je le vois bien aller jusqu'à 0,008 avant de redescendre. Il y a encore de la marge. Voilà, en tout cas, vraiment des bonnes nouvelles en ce moment, puisque en tout cas pour moi, je prends des gains et je sécurise un petit peu aussi. Bien sûr, si ça corrige, je rachèterai et je prends pas des gains hyper importants, je prends par palier. Voilà, il faut savoir que pour moi, en tout cas selon moi, le bull run, ça peut pas être parabolique que vers le haut. Il y aura des retracements et ça peut être des opportunités justement aussi d'en racheter. Voilà, donc j'ai fini un petit peu pour le marché crypto-monnaie. Et on va parler un petit peu maintenant de l'actualité en général. Et on va commencer par la Thaïlande. On va juste parler un tout petit peu de la Thaïlande vite fait, qui en fait empêchait d'acheter des ETF BTC parce que pour eux, c'est simplement c'était classé comme un titre hein, pour eux. Et là, ils disent que la SEC Thaïlande permettra désormais aux gestionnaires d'actifs d'investir dans le Bitcoin. Les ETF sur les échanges aux États-Unis, a déclaré Pornanong Bootsara Tragoon, je vais y arriver, secrétaire général de la SEC de Thaïlande. Les ETF BTC sont classés comme des titres plutôt que comme des actifs numériques en vertu de la loi SEC. Cette reclassification permet aux sociétés de valeurs mobilières thaïlandaises de participer également à ces investissements. La SEC envisage d'étendre cette opportunité d'investissement aux investisseurs individuels à l'avenir. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle pour aussi les particuliers. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour l'instant, c'est donc uniquement les investisseurs qui sont très fortunés. En fait, ce qu'on appelle des investisseurs accrédités, c'est des gens qui gagnent une certaine somme dans l'année. En fait, il faut avoir vraiment, je crois que c'est minimum, un peu comme Linkto, où avant c'était minimum 100 000 euros que vous gagnez par an pour pouvoir acheter des actions. Voilà, une autre petite nouvelle, on va voir ça. C'est dans l'immobilier commercial, en fait, si vous regardez un petit peu fouiller sur internet, vous verrez qu'il y a beaucoup de retail commercial qui font faillite tout simplement et qui sont mis aux enchères. Et là, c'est une propriété historique du strip de Las Vegas fermée et mise aux enchères. Et on peut voir que c'est mis aux enchères. Quand j'ai regardé un petit peu, j'ai fouillé, quand c'est mis aux enchères, généralement c'est tout simplement un discount de 50 à 80%. Et il y a beaucoup de votants aux enchères des retail commerciaux qui en fait font faillite. Et devinez qui c'est qui achète? Eh ben c'est les plus gros. Et c'est là que en tout cas ma théorie, je pense pas me planter. Tout simplement, le Coco a été tout simplement mis en place pour défoncer justement les retail, entre autres commerciaux. Et tout simplement, les gens maintenant veulent même plus travailler dans les bureaux. Ils ont découvert tout simplement le travail à distance et ça leur plaît bien. L'objectif, on voit en fait que ça a été souvent là dans ces casinos, etc., qui sont démolis. Et bien derrière, c'est tout simplement des gros complexes qui achètent et ils font un gros complexe, un peu comme des villes 15 minutes. Là, vous avez des quartiers 15 minutes avec une grosse technologie et c'est les gros qui rachètent à bas prix et ils vont se gaver. Voilà, bienvenue dans le monde sans foi ni loi. On va maintenant tout simplement parler un petit peu donc on va commencer par Telcoin. Alors Telcoin, je vous en ai jamais parlé, je vous ai dit que je l'avais dans mon portefeuille, j'en ai jamais vraiment parlé. Il faut savoir que c'est l'un des tout simplement des seuls tokens que personnellement j'ai dans mon portefeuille, mais que au début je n'ai pas recherché par moi-même. C'est-à-dire que c'est en fait un YouTuber tout simplement qui m'a fait découvrir
ce token, et d'ailleurs je l'en remercie. Ce youtubeur, c'est un youtubeur marocain, je crois, qui s'appelle Lord Crypto, qui a de très bonnes connaissances. Vraiment, il maîtrise bien. Je vous invite à regarder sa chaîne. Je crois que c'est Lord Crypto TV, quelque chose comme. Oui, ça va être ça. Et c'est lui qui m'a fait découvrir Telcoin, et eh bien, je lui en remercie. J'ai fait mes recherches. C'est vraiment un très bon projet. Voilà, très solide. Et bien voilà. Donc on va juste parler un tout petit peu de Telcoin. Alors, il y a une petite vidéo. Il faut savoir que cette vidéo, elle peut pas être traduite en français. C'était sur tout simplement à Barcelone, il y a eu un événement qui s'appelle le GSMA Summit. En fait, c'est tout simplement les membres de la GSMA, donc d'opérateurs mobiles, qui se réunissent pour tout simplement faire des partenariats et parler de tout simplement leur projet. On va justement aller regarder cela. Voilà, donc ça c'est la MWC, ça a été à Barcelone, c'est tout simplement là qu'il y a eu et bien tout simplement ce summit. Et ce qui est assez intéressant, on peut voir, c'est le nombre tout simplement de personnes. Il y a eu 101 000 au niveau des sponsors, il y a eu 2700 exposants, sponsors et partenaires. Ça a représenté 205 pays, et ça a été représenté 26% de l'industrie adjacente. Donc tous ces personnes qui présentaient sont membres de la GSMA. Et on va juste aller regarder, parce que justement il y avait Telcoin. On va voir si on peut, normalement on peut speaker, voilà, on va cliquer sur speaker, et là je pense qu'on peut trouver, on va taper T, parce que c'est par entreprise, voilà, et là on voit ici chef commercial de Telcoin, Rajesh Sabari, et donc ils avaient un stand, et ils ont donc pu et bien tout simplement présenter leur entreprise, leur projet aux autres membres de la GSMA, et aussi aux entreprises qui sont pour l'instant pas membres, mais qui pourraient être susceptibles d'être membres de la GSMA. Voilà. Donc c'est assez intéressant. On va regarder justement une petite vidéo qui présente eh bien Telcoin qui était à la GSMA. Alors c'est pas traduit, je vous ferai un petit résumé en fait. We are a multinational fintech startup focused on driving decentralized financial applications underpinned by blockchain technology. We do this in close collaboration with our mobile carrier or telco partners, who provide that critical last mile connectivity into the wallet, and also help to preserve the integrity of our blockchain network. Alors en fait, ils disent tout simplement qu'ils sont une start-up multinationale axée sur la gestion d'applications financières décentralisées, soutenues par la technologie blockchain. Ils le font en étroite collaboration avec leur opérateur de téléphonie mobile partenaire, c'est Tello Partners, et ils aident également à préserver l'intégrité de leur réseau blockchain. But the key differentiation is this network would be validated and secured by mobile carriers, which are essentially GSMA members, so they are... Alors, ils disent que la différence clé est que ce réseau sera validé et sécurisé par des opérateurs de la téléphonie mobile qui sont essentiellement membres de la GSMA. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être membre de la GSMA, et ensuite ils peuvent créer un réseau entre eux, et donc avoir des partenariats tout simplement. Voilà. Et donc c'est intéressant justement ce summit à Barcelone, parce que ça permet de créer des liens. Voilà, on va juste regarder quelque chose justement sur le Telcoin Network, et là on peut voir qu'il y a tout simplement dans la roadmap, il y avait le Alpha Testnet et le Beta Testnet. Il faut savoir que justement vous avez ces entreprises qui sont en partenariat, qui sont actuellement en train de tester
justement cette, eh bien cette blockchain sur le alpha et le bêta. Et ça, alors le bêta, c'est simplement une amélioration, et ça leur permet pour l'instant de pouvoir tout simplement tester et de voir si le réseau leur convient ou pas. Donc où c'est intéressant, c'est on peut voir en 2024 le Q3 et le Q4, où là ça va être sur plus le testnet mais sur le mainnet. Voilà, là ça va être vraiment assez intéressant pour Telcoin, pour l'évolution en fin 2024. Able to participate in this, harvest issuance and earn transaction fees, but also ensure the network is secured for the cross-border use case that I was talking about. Global remittances, P2P. Alors, là, ce qu'ils disent, c'est tout simplement qu'ils puissent gagner des frais de transaction, mais également que le réseau est sécurisé par le cas d'utilisateurs des réseaux. Donc, qui parlait des envois de fonds, tout simplement. Là, ici, on voit Global Remittance. Il parle des envois de fonds spécialement adressés. On va regarder. Especially addressing the underserved market. Voilà, et là ce mot il est clé, il est quand même hyper important, the underserved market, c'est-à-dire tout simplement des marchés mal desservis. Donc devinez bien, bah, ça va être l'Afrique, une partie de l'Asie, l'Amérique du Sud, voilà. Et là il y a vraiment un gros potentiel, c'est un petit peu comme Stellar, pareil, ou même le XRP, qui vont taper tout simplement ces marchés où c'est au niveau, c'est assez mal desservi, mais par contre il faut quand même savoir que moi par exemple je vais de temps en temps en Afrique, j'ai de la famille en Afrique, et ils utilisent énormément le téléphone, même pour faire du business, même en Amérique du Sud, je voyage beaucoup en Amérique du Sud, tout ce qui est commerce, ça se fait par WhatsApp. Les boutiques, vous pouvez tout se fait par WhatsApp, et bien sûr même les envois de fonds, ils ont des petites sociétés qui font des envois de fonds, donc les gens utilisent énormément le téléphone. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de banques, ils n'ont pas les moyens, parfois ils sont même payés en cash, etc. En tout cas les banques c'est mal encore, c'est pas encore bien implanté, et du coup leur banque en fait c'est tout simplement leur téléphone, et c'est là que Telcoin entre autres va tout simplement avoir un gros marché à choper. If you want to do it at cheap or near zero cost fee and provide an access especially to these unbanked people, then voilà, l'onglet ID c'est pour les gens qui sont pas bancarisés, débancarisés, et donc leur objectif c'est tout simplement de les bancariser avec le téléphone. En fait, tout simplement, Telcoin veut devenir tout simplement une banque, voilà. And the privately issued stablecoin provides a credible solution and alternative. Voilà. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que j'ai fait quelques recherches. Telcoin, ils ont énormément de partenariats avec des grandes banques américaines. Et ça c'est assez intéressant, et aussi ils mettent l'accent en fait sur les stablecoins. Donc en fait on sent qu'ils veulent devenir une banque, c'est-à-dire d'être vraiment règlement par rapport aux lois qui arrivent, de réglementation, d'être vraiment carré et d'être aux normes. Voilà, je vous rappelle qu'ils avaient fait une demande au Nebraska pour tout simplement avoir l'autorisation d'une licence de banque, et je crois que j'avais vu sur en fait la cour, ils avaient 90 jours pour... ils ont fait cette demande, je crois, tout début janvier. Et il y a 90 jours pour avoir la réponse, je crois. Donc ça tombe logiquement janvier, mars... février, mars. Ça doit être avril, vers avril que ça doit tomber le résultat. Si logiquement ils puissent avoir cette réglementation. Voilà pour Telcoin. Donc personnellement j'ai pris des profits dessus, je suis content. Ils ont vraiment un projet, c'est un projet à long terme, c'est pas un projet à court terme, c'est un utilitaire, et c'est vraiment très très intéressant à mon avis. En plus ce token vaut quand même que dalle. Il est à 2-3 chiffres, donc c'est vraiment rien, et je pense que c'est quand même une opportunité d'acheter. Vous pouvez aussi le stacker sur l'application, ça c'est aussi très intéressant.
Voilà, je vous laisserai un article qui parle un petit peu tout simplement de Telcoin. Je vous laisserai sur cmedium.com qui explique pourquoi Telcoin pourrait être la principale entreprise conforme et axée sur la réglementation Web3. Tout ça, voilà. Donc cet article, je ne veux pas le lire en entier, mais en tout cas c'est assez intéressant. Vous avez toutes les connexions, comment ça fonctionne, et on peut voir aussi voilà tous les partenariats en fait par pays avec. Et ça c'est assez intéressant. Donc je laisserai le lien. Voilà. En tout cas, en résumé, le Tailcoin, c'est tout simplement, ils veulent devenir une banque et ils veulent, qui ont objectif tout simplement d'être une banque, surtout pour prendre le marché des pays qui ne sont pas encore bancarisés et qui utilisent énormément le téléphone. Voilà, on va passer maintenant à une autre nouvelle qui est sur tout simplement le XRP. Voilà. Et là, on peut voir que le XRP s'envole de 24% en 12 heures, mais se heurte à une barrière clé avant un événement critique. Le Ripple XRP rattrape son retard, mais il reste beaucoup de chemin à parcourir. Alors c'est sûr qu'il a moins performé que beaucoup de... Mais il faut savoir que le XRP, il prend toujours son temps. Mais quand il commence à monter, c'est vraiment parabolique. Mais il est toujours en retard, même dans une half season, lui, il est toujours en retard. Il pompe d'un coup, je pense que c'est parce qu'il est tout simplement manipulé, et il monte d'un coup, comme ça, un jour, on ne sait pas pourquoi. Bon, bien sûr, s'il y a des nouvelles, bien sûr, de la fin de procès, oui, là c'est sûr qu'il va défoncer, mais en tout cas, il n'est pas corrélé aux autres halts, je trouve. Vraiment, il fait son petit chemin, et c'est d'ailleurs quand souvent le BTC tombe un peu, que lui, eh bien, parfois il démarre à la hausse. Voilà. Alors là, on peut voir qu'il parle en tout cas de l'IPC, c'est-à-dire ce qu'il y avait aujourd'hui, et qui disent qu'on pourrait laisser penser que la Fed atteindra plus longtemps que prévu avant d'abaisser ses taux, ce qui serait négatif pour la crypto. Alors moi, ce que je vois là sur le marché, personnellement, déjà, il n'y a pas eu une inflation. Alors comme c'est trafiqué, de toute façon ils font ce qu'ils veulent, ils changent en fait les indicateurs d'inflation, donc ils peuvent faire vraiment ce qu'ils veulent dessus, et il n'y a pas eu, qu'on a vu tout à l'heure, le calendrier économique, il n'y a pas eu, ça quoi, c'est un 0,1% qui a eu de plus, c'est pas énorme, voilà. Voilà, donc pour eux, il y a une zone de résistance à 0,75. Personnellement, je pense que après, si ça tapait, ça peut aller à 0,94, à voir. Voilà, pour le XRP qui a fait 20%, donc c'est toujours très bien. Personnellement, j'ai pas pris de gain dessus, parce que 20% pour moi, c'est pas assez sur le XRP. Voilà. Mais s'il monte par exemple à 1$, je prendrai un petit peu de gain. Bien sûr que quand il y aura un retracement, j'en rachèterai. Mon but, c'est pas de vider mon compte XRP, sauf s'il commence à fly à plusieurs dollars. À ce moment-là, oui, je pourrais enlever et prendre des gains, mais on n'en est pas encore là. Voilà, on va juste regarder une petite chose un petit peu bizarre. J'ai fait quelques recherches euh, sur une personne. On va juste regarder. Cette personne qui a inventé le e-cash. Ça a été conçu par David Chaum comme un cryptographe anonyme, monnaie électronique, système de paiement électronique en 1982. Il a été réalisé par son entreprise DigiCash et utilisé comme micro-paiement système dans une banque des États-Unis de 1995 à 1998. Voilà. Il faut savoir que avant qu'il y ait Ripple Labs, il y avait Coin. Il y avait tout simplement Coin, et il y a des relations en fait entre cette personne et l'entreprise Ripple. C'est lui qui a donc tout simplement, Chaum a publié l'idée de la monnaie électronique anonyme dans un document de 1983. Le logiciel e-cash sur l'ordinateur local de l'utilisateur stockait de l'argent dans un format numérique signé cryptographiquement par une banque. L'utilisateur pourrait dépenser l'argent numérique dans n'importe quel magasin acceptant e-cash. Voilà, bon, en fait, je ne vais pas vous faire tout le lien, mais en fait, ils ont créé une société et qui a des relations avec tout simplement Ripple, avec un coin, et ils avaient levé 10 millions de dollars, mais ils ont fait faillite en fait. DigiCash a fait faillite en 1998 malgré le commerce électronique florissant, ce qui est d'ailleurs bizarre, mais avec les cartes de crédit comme monnaie de choix.
DigiCash a été vendu à eCash Technologies, y compris ses brevets eCash. Voilà. Alors pourquoi je vous parle de ça? On a, eh bien vous connaissez je pense cette personne qui lui avait investi dans une société qui s'appelle Elixir et donc ça c'est bien sûr l'un des CEO de Ripple, Chris Larson, une des personnes qui est au staff, qui est tout simplement, qui a énormément d'argent, hein, qui a investi tout simplement, et cet article est quand même date de 2021, mais il a donc tout simplement investi dans la startup de la monnaie numérique qui est des décennies avant le Bitcoin, a presque réalisé le rêve de donner à Internet une monnaie native. Et c'est pour ça que j'ai des doutes en fait que cette personne, David Chaum, là il a monté cette société qui s'appelle Elixir et qui n'est pas celui qui a créé tout simplement le XRP et même le Bitcoin. C'est en tout cas pour moi quand même assez étrange. Cependant, l'inventeur de ce projet, le pionnier de la cryptographie, David Chaum, souhaite que son nom apparaisse également dans les chapitres suivants du Ledger. Du livre. Chaum, maintenant âgé de 63 ans, lance un nouveau projet de cryptographie appelé Elixir qui, selon lui, atteint le saint graal de la décentralisation du réseau, de la sécurité des blockchains et de la vitesse des transactions. Dans un Wall Street Journal entretien publié plus tôt dans cette année, Chaum a allégué que les innovations technologiques d'Elixir sont des changeurs de jeu pour l'adoption de la blockchain. Ces percées que j'ai faites changent tout le jeu, a-t-il déclaré à la publication. Nous pouvons réellement répondre aux exigences pour aller à l'échelle du consommateur. Et là, on voit tout simplement Elixir a annoncé que le projet avait reçu un investissement stratégique de Chris Larson, cofondateur de la startup blockchain Ripple, et en vertu de ses actions Ripple et des avoirs XRP restants, l'une des personnes les plus riches en crypto-monnaie. Commentant le projet, Larson a déclaré qu'il était optimiste quant au potentiel d'Elixir en tant que réseau destiné aux consommateurs. David Chaum est un défenseur de la vie privée dans le monde numérique depuis près de 40 ans. Il y a des connexions entre cette personne, David Chaum, qui avait fait aussi le coin, je crois que c'est le Ripple Coin, ou le coin qui était en fait tout simplement en relation avec Ripple Labs à l'époque. Et ce qui était assez bizarre, c'était justement Ripple, le coin pardon, était là pour logiquement aider Ripple Labs. Et on voit que ce qui est bizarre, c'est que c'est Ripple Labs qui finance maintenant des choses avec David Chaum. On va regarder encore une petite chose par rapport à ça qui est assez bizarre. J'ai fouillé un article qui date de 2020 qui déjà ce Digicoin et là, Ripple Digicoin coin qui etc. Et à un moment donné dans cet article, on voit, je ne peux pas le traduire en français, What Bill Gates has to say Bitcoin vs Ripple. Qu'est-ce que Bill Gates a à dire sur entre Bitcoin et Ripple? Bill Gates supporte tout ce qui est mentionné sur le système Ripple quand on lui pose des questions. Il y a beaucoup there is a lot that Bitcoin or Ripple, donc il y a beaucoup que Bitcoin et Ripple et d'autres variants peut aider à faire tout simplement bouger l'argent entre des pays très facilement avec des frais très bas, vraiment très très bas. Mais écoutez, 2020, il dit Bitcoin ne sera pas le système dominant. Je vérifie bien que c'est en 2021, non, 2016, pardon, excusez-moi, 2016. Déjà, de toute façon, tout est tracé déjà. Et là, c'est Bitcoin qui faisait cet article. Voilà. Maintenant, on va parler, donc j'ai fini pour le XRP, sauf l'amendement, je pense que vous le savez, c'est pour le 22 mars 2024, ça y est, il est passé à 91%, et logiquement ça commencera le 22 mars. Je ferai peut-être des vidéos sur l'AMM, vous savez que j'avais déjà fait pas mal de vidéos, puisque je l'avais testé sur Crossmark depuis pas mal de temps. Il y a effectivement de l'argent à gagner, mais c'est quand même assez... il faut quand même maîtriser, au début il faut peut-être tester avec peu d'argent
parce que c'est quand même assez... ça peut être assez dangereux. Vous pouvez perdre un peu de vos XRP. C'est quand il y a beaucoup de volets. Bien sûr, vous pouvez gagner, mais franchement, je pense que il faut commencer avec des petites sommes. Là, c'est pour ça que la démo, c'est assez intéressant. Moi, je m'entraîne un peu avec la démo en attendant. Vous pouvez regarder mes anciennes vidéos sur les démos de l'AMM. Et voilà, il faudra vraiment y aller tout doucement pour pas se gaufrer. Il y a des risques, c'est pas tout Schulz. Voilà en tout cas une bonne nouvelle pour XRP. Ça peut amener de la liquidité avec les AMM. J'ai fini pour Ripple et on va maintenant parler de Dimitra. Je cherche l'article. Voilà. Alors, comme vous savez, je parle depuis déjà pas mal de temps de Dimitra. Il faut savoir qu'il est actuellement à 0.11 ou 12. Et ce qui est intéressant, moi ce qui m'avait marqué en fait, c'était l'ATH de ce token. Bien sûr, j'ai fait mes recherches. Comme vous le savez, ils sont en relation avec pas mal de gouvernements. C'est eux qui vont donner des régulations pour avoir une certification de déforestation. Donc ça, à un moment donné, ça va être obligatoire. On avait déjà parlé l'ADR. Enfin, 2024 et donc il est assez toutes les entreprises devront se confirmer, donc elles vont être obligées de passer par des entreprises qui permettent ces certifications comme Dimitra, voilà, qui est un AI d'Epine, qui utilise tout simplement les objets connectés et l'intelligence artificielle avec les satellites, etc. Et donc là on peut voir son plus haut niveau historique, c'est 6.04. Moi je l'avais acheté à 0,3 centimes. Voilà, et bien sûr je ne pense pas que ce prochain bull run il va aller jusqu'à 6 dollars, pardon, 0,4. Non, c'est 6 euros en plus, 6,04 €. Mais même s'il va à 2 ou 3, vous êtes quand même bien. Moi je l'ai acheté à 3 centimes, donc imaginez, je fais un x60 ou x80, c'est quand même énorme. Voilà, et bien, mais je ne pense pas qu'il ira à 6, hein. Déjà il va à 1,2 parce que au niveau de la tokenomics, il y a pas mal de tout simplement de tokens qui sont libérés et le prix, ils ont à un moment donné fait pas mal de ventes, donc il faut voir ça, mais je pense qu'il peut aller au moins à 2 dollars pour le prochain bull run, et il y a quand même une grosse marge. Moi je suis rentré à 0,3, mais même là actuellement à 0,11, j'estime que c'est une super opportunité, surtout que c'est quelque chose sur le long terme. C'est un dépine sur le long terme, un peu comme XRP Healthcare. Voilà, vous avez des choses comme ça qui sont sur le très long terme et qui sont vraiment intéressants. Voilà, en tout cas Dimitra, ça fait à peu près 1 an que je l'ai et j'en suis vraiment satisfait. En ce moment il me donne des gains. Et on va juste regarder pour les personnes qui justement sont, en tout cas qui veulent faire du staking. Il y a un programme de parrainage Dimitra pour les particuliers, et on va juste essayer de regarder la vidéo, comme ça vous explique en fait très rapidement. Opportunity to make a real difference in the lives of farmers globally. DMTR token holders will have the opportunity to sponsor farmers, help to empower families and farming communities, and improve food security and sustainability worldwide. The first step to sponsoring a project is to log into the Dimitra portal and click on the sponsorship tab. Alors déjà il faut être connecté en fait au portail. Vous avez un portail Dimitra, moi je le suis, hein, et tout simplement vous avez une rubrique qui s'appelle parrainage. Take some time to read about the program. The most important point to remember is that if you choose to sponsor a project, those DMTR tokens will be locked for a 1-year period. Donc là, ça sera verrouillé, attention, pendant 1 an. On ne peut pas les débloquer, c'est pendant 1 an que c'est verrouillé, donc c'est quand même assez long. Et stratégiquement, je pense qu'actuellement avec le bull run, c'est pas le bon moment de faire du staking, sauf si vous voulez bien sûr préserver une partie de vos Dimitra. Pour ma part, j'en ai préservé une toute petite partie que j'ai mis effectivement en staking, mais je pense que c'est le moment justement de pouvoir faire des plus-values et de les échanger. Voilà. Get started. Select Create New Sponsorship.
You'll have the option to choose any project or a specific project to sponsor. Voilà, en fait, on sponsor tout simplement en bloquant nos Dimitra et ça va permettre en fait, il y a des projets, à vous d'analyser les projets et de tout simplement aider les agriculteurs tout simplement en leur permettant d'avoir une licence sans payer, c'est-à-dire que ces agriculteurs auront une licence Dimitra sans payer, donc ils auront accès à des fonctionnalités de Dimitra en fait gratuitement. If you choose any project, select the amount of DMTR in USD that you would like to use for sponsorship. If you choose to sponsor a specific project, be sure to select Specific Project. To learn more about each of the projects associated with this opportunity, select the Projects tab. When you're ready to choose the project you'd like to sponsor, select the project region and the value of USD you want to contribute. For every 100 USD is one sponsored farmer. Donc vous voyez les tranches à partir de 100, c'est 100, des tranches de 100 USD et à ce moment-là. In addition, you have the opportunity to sponsor multiple projects. Donc vous pouvez parrainer autant que vous voulez de projets et donner des licences. En fait, chaque licence correspondrait à 100 Once you hit USD. continue, you'll be asked if you want to receive project updates. Once your sponsorship is confirmed, a confirmation will be sent to your email. By supporting this initiative, you're making a real difference where it's needed most. By supporting farms and farmers all over the world with one of our many platforms. Thank you for participating. Alors là, vous vous dites, je vais pas faire ça gratuitement. Il faut savoir que dans le programme, alors déjà je trouve que c'est bien d'aider en fait ces agriculteurs déjà dans un premier temps, mais ce qui est important c'est de voir en fait tout simplement l'API, et là on peut voir que recevez un remerciement de la coopérative que vous parrainez, en outre recevez jusqu'à 13% d'API tout en jalonnant vos jetons et contribuer à quelque chose qui sera vraiment une différence et profitera aux personnes qui ont le plus besoin. Donc vous êtes quand même récompensé de 13% d'API. En fait c'est comme si vous faisiez un crédit avec vos jetons tout simplement aux agriculteurs. Voilà. Donc là, vous voyez, on peut voir les projets. Il y a pas mal de projets en Colombie, beaucoup en Amérique du Sud, Inde, et c'est quand même avec des gros. Vous voyez, la Chambre de commerce, d'industrie et de l'agriculture d'Inde. C'est quand même Fédération nationale des producteurs en Colombie. Voilà, le gouvernement d'eaux ruraux. C'est vraiment avec des entités, des institutions. Voilà, c'est pourquoi que j'aime beaucoup ce projet. C'est parce que c'est vraiment fiable. Voilà, bien écoutez, j'ai fini pour Dimitra, juste pour les gens qui sont intéressés, où on peut acheter le Dimitra, je pense que vous savez. Il y a KuCoin, il y a Uniswap, Bitmart, CoinStore, où vous pouvez acheter du Dimitra. Personnellement, je l'ai acheté sur KuCoin, vous avez le lien en description si ça vous intéresse. Voilà, vous avez donc le parrainage, le staking, la tokenomique et le portail Dimitra qui est assez intéressant. Vous voyez pas mal, il y a pas mal de choses. Les applications, vous voyez, c'est pour le café. On a la déforestation, le livestock, c'est-à-dire le livestock, c'est tout simplement les stocks de grains, les stocks en fait. Et l'application pour les, ça on n'a pas accès, c'est pour les fermiers connectés. Voilà. Voilà pour Dimitra. Et on va terminer par tout simplement le token du jour, et je vais vous parler tout simplement de Elon Musk qui prend un autre élan à OpenAI et qui rend le chatbot Grok de AX, alors X c'est Twitter, hein, XAI open source. Voilà. Elon Musk a déclaré lundi que sa startup d'intelligence artificielle XAI ouvrirait son challenger ChatGPT Grok cette semaine. Quelques jours après, il a poursuivi OpenAI pour avoir abandonné sa mission initiale en faveur d'un modèle à but lucratif. Le milliardaire a mis en garde. Alors déjà, on peut voir qu'il y a une petite guerre dans l'intelligence artificielle. Ils essaient tous de se positionner et ils se tirent un peu dans les pattes pour en fait tout simplement avoir le marché, en sachant que par contre Elon Musk a mis en garde à plusieurs reprises contre l'utilisation de la technologie à des fins lucratives par de grandes entreprises technologiques telles que Google.
Voilà. Il a intenté une action en justice contre OpenAI soutenue par Microsoft qui l'a fondé en 2015 mais a quitté 3 ans plus tard. Plus tôt ce mois-ci, en réponse, OpenAI a publié des courriers montrant que le PDG Tesla soutenait un plan pour créer une entité à but lucratif et souhaitait une fusion avec le fabricant de V pour faire de la société combinée une vache à lait. En fait, il se tire un peu dans les pattes. Après, je ne défendrai pas Microsoft ou autre, mais il faut savoir que pour avoir ce chat GPT, je crois, hein, si je ne me trompe pas, qu'il faut payer un abonnement à Twitter. Donc logiquement, il y a quand même, il gagne de l'argent quand même avec eh bien, le chat GPT Grok. Voilà. Donc cette semaine, XAI ouvrirait la source Grok, a déclaré Musk pardon, dans un post sur X, la société de médias sociaux qu'il possède. Cette décision pourrait donner au public un accès libre, un accès libre pour expérimenter le code derrière. Alors expérimenter, ça veut dire qu'au début c'est libre et peut-être qu'après ça sera payant. Le code derrière la technologie est aligné XAI avec des entreprises telles que Meta et Mistral en France. Alors il faut savoir que Mistral AI c'est pas mal, qui ont tous deux des modèles d'IA open source. Google a également publié un modèle d'IA appelé Gemma. Voilà. Donc tout simplement, il crée en fait tout simplement son chat GPT Grok. Et alors où c'est intéressant, c'est tout simplement qu'il y a un token qui s'appelle Grok, qui est justement le token. Et à vous, je laisserai le lien, à vous de faire un petit peu vos recherches. Il y a pas mal de listings qui ont été faites en fin d'année 2023, entre autres HTX, Condex, QCon, entre autres. Voilà, et il y a donc une communauté, il y a une adresse de contrat, et c'est assez intéressant, à vous de faire vos propres recherches sur ce token qui est tout simplement basé sur l'intelligence artificielle. Il faut savoir que c'est un des plus gros narratifs pour ce prochain bull run. Vous avez en bas toutes les entreprises, les échangeurs où vous pouvez acheter, Bitgate aussi. Tout simplement ce token de l'intelligence artificielle. Après, il faut que vous étudiez le projet, mais pour moi, avec Elon Musk, en sachant qui soutient, par qui il est soutenu Elon Musk, quand vous faites vos recherches, vous savez qu'il généralement il se plante pas. Voilà. Donc Grok c'est un projet tout simplement dans l'IA et on va juste aller regarder en passant. Un petit peu l'évolution. Alors c'est marrant, il y a même un baby Grok. Ça, je n'avais même pas vu. Eh bien, dans le mois, il a été fait, en fait, il est sorti il y a un mois, il a déjà fait 577%, la semaine 89%, le jour 30%, il y a énormément de volatilité, c'est ce genre de token avec petite capitalisation, où pour les gens qui sont eh bien, assez souvent sur les marchés, peuvent tout simplement trader et se faire aussi de l'argent. C'est que sur ces petits tokens, un peu comme Dovu aussi, où moi je gagne pas mal d'argent sur Dovu parce qu'il y a une grosse tout simplement volatilité chaque jour où les tokens peuvent prendre 15-20%, descendre de 20-30%, et c'est quand même assez intéressant pour se faire des gains. Voilà, surtout quand après vous mettez en USDT, pour l'instant vous n'êtes pas imposable. Le jour où par contre de mettre en stablecoin, ça sera imposable, là on est mal. Si on fait un peu du trading chaque jour, là on est très mal. Faudra voir pour mettre en Pax Gold ou trouver une astuce, on verra. Ou sinon, eh bien, se sauver. Eh bien écoutez, j'ai fini pour l'actualité. On va terminer par juste Realty. Il n'y a actuellement plus rien de disponible, mais par contre vous avez une maison de réinvestissement. Et toujours le Panama, il reste encore sur le Panama. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi il part pas, tout simplement parce que effectivement c'est 8,3%, alors c'est moins, mais je pense que pour se diversifier, c'est quand même pas mal. Et le Panama, au niveau de l'immobilier, ça marche pas mal, les prix sont quand même assez élevés. Il faut savoir que beaucoup de gens se barrent au Panama, puisque vous avez 0%, beaucoup de gens riches, vous avez 0% d'imposition au Panama. Et après le bull run, je pense qu'ils vont recevoir pas mal de monde. Eh bien j'ai terminé, on va finir par la petite minute complotiste.
Je vais faire passer une vidéo, je voudrais juste que vous entendez ces mots d'un ancien général de l'armée française. Il transmet les intentions des politiques aux soldats. Et comme l'a dit le général Lecointre, le soldat est quelqu'un qui tue sur ordre. C'est très difficile, c'est très délicat. Il faut se comprendre. Alors, évidemment, le chef a toujours la possibilité de désobéir, mais quand il désobéit au président, il ne va pas le faire de façon brutale. Je vous donne un exemple concret. En 2018, au moment de la crise des Gilets jaunes, le chef des armées, qui est le président, avait donné des ordres ou directives pour que l'armée soit interposée entre, d'une part, les Gilets jaunes et d'autre part, le Palais Bourbon et l'Élysée. Avec, c'est ça qui est important, éventuellement la possibilité de tirer sur les manifestants. Eh bien là, il a été fait savoir au président, sous une forme que j'imagine un peu diplomatique quand même, que l'armée ne tirait pas. Ce qui veut dire qu'il y a des lignes rouges. Et que dans ce domaine, on espère que les lignes rouges fonctionneront. On ne les connaît pas. Voilà, donc là je ferai pas de commentaires, je pense que vous avez, pour les gens qui ne le savaient pas, même moi je ne le savais pas que ça allait aussi loin. Eh bien, voilà, on va encore juste regarder une petite chose, c'est la loi de programmation militaire qui a été faite je crois en août. Le 1er août, vous savez, c'est des choses qui passent inaperçues parce que c'est souvent pendant les vacances que les plus grosses lois se font, parce que les gens ils sont en vacances, ils captent pas. Et donc ça a été fait en 2023. Et là on va juste regarder un article. Vous pouvez lire, c'est une loi de programmation militaire qui a été faite. Je vais essayer de retrouver. L'article qui dit en fait tout simplement, il y a deux articles qui sont quand même assez importants, on va rechercher. Économie de défense, ça doit être là je pense, je vérifie, oui je pense que c'est là. Réquisition pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale. Le Premier ministre peut ordonner dans des conditions déterminées par décret parmi les personnes, une réquisition parmi les personnes, les biens et les services susceptibles de requis en application du présent livre. Mais ce qui nous intéresse, alors déjà il y a les blocages de biens mobiliers en vue de procéder à leur réquisition. Donc déjà ça commence mal. Le blocage mentionné pour le propriétaire ou pour le détenteur des biens, l'obligation de se présenter à toute demande de l'autorité administrative ou militaire en lieu dans l'état où se trouvait au jour du blocage. Est puni d'1 an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 € si notre entreprise par exemple a été réquisitionnée ou notre bien et que l'on en parle tout simplement. La dernière chose qui surtout là fait un peu plus peur, c'est une mesure de réquisition toute personne physique présente sur le territoire national. Toute personne physique de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national. Toute personne morale dont le siège est situé en France et tout navire battant pavillon français, que l'armateur soit nationalité française ou étrangère. Donc en fait il peut y avoir une réquisition tout simplement humaine, mais aussi tout simplement de vos biens et de vos propriétés. Voilà, et si vous n'êtes pas content, vous avez 5 ans d'emprisonnement et une amende si vous refusez de 500 000 €. Voilà, par contre, je cherche un mot en fait et je ne trouve plus, qui selon moi est hyper important. Mais malheureusement je le trouve plus, c'est qu'en fait c'était en fait tout simplement dit que ce n'est pas en cas de guerre, c'est en cas de menace, et je ne trouve plus
tout simplement cet alinéa, mais ce qui fait un peu peur, c'est tout simplement en cas de menace de guerre, c'est-à-dire que c'est même pas en cas de guerre, c'est en cas de menace de guerre, et ça c'est quand même très flou. Ça veut dire que là actuellement on peut être actuellement en menace de guerre, il n'y a même pas de guerre, mais ça peut être en menace de guerre, et on peut donc être saisi, donc c'est vraiment la porte ouverte à n'importe quoi en fait. Il suffit qu'il y ait un narratif que comme quoi on est en menace de guerre, et c'est un peu ce qui se passe actuellement, et qu'on peut tout simplement vous réquisitionner ou réquisitionner vos biens. Ce qui est malheureux, c'est que je ne le retrouve plus tout simplement cet article qui est aimé. Ah voilà, c'est là. En cas de menace actuelle ou prévisible pesant sur les activités actuelles de la vie de la nation, après que son activité, voilà. Je crois que c'est celle-là en matière de défense. Et donc c'est en fait en cas de menace, c'est pas forcément de guerre, c'est en cas de menace, donc c'est vraiment très très flou. Voilà, en tout cas j'ai fini pour l'actualité. J'essaierai de vous trouver je vous mettrai en commentaire l'alinéa où c'est marqué tout simplement que c'est en cas de menace ou de guerre, mais en cas de menace de guerre. Voilà. J'ai terminé pour l'actualité, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un petit commentaire si vous voulez. À très bientôt, ciao.